Donc aujourd'hui, je vais vous parler de modèles de flow en optimisation. Alors je vais rester assez haut niveau, donc vous verrez très peu d'équations. Désolé pour ceux qui attendaient d'en voir beaucoup. Je vais pas être très technique, je voulais juste montrer que en fait on a des familles de modèles sur lesquels on est spécialiste dans l'équipe à Bordeaux et que ça s'applique vraiment à beaucoup d'endroits et à des endroits où on ne s'attendrait pas forcément à ce que ça s'applique. Donc là, donc le titre, ça parle des horaires de train, donc ça va parler encore de la SNCF un petit peu. Donc je ne sais pas si Mohamed il est là, Mohamed. Donc on va parler de toi, Mohamed. Et on va parler aussi de découpe de verre et d'autres problèmes qu'on a traités dans le cadre de notre activité de recherche à Bordeaux. Alors, je vais vous parler rapidement de programmation mathématique. Alors je vois qu'il y en a beaucoup dans la salle qui savent ce que c'est. Je les reconnais. Bon, un petit rappel. Donc ici, je vais donc vous parler des activités de l'équipe Rialopt, qui est une équipe projet commune entre INRIA et l'Université de Bordeaux. Donc ça veut dire que les membres de l'équipe INRIA sont soit payés par INRIA, soit payés par l'Université de Bordeaux, mais travaillent tous ensemble avec le même but et on ne voit pas la différence entre eux. À part qu'il y en a qui ne font pas cours, mais sinon les autres, on fait tous le même travail. Donc notre spécialisation, c'est tout ce qui est programmation mathématique. Donc on s'intéresse notamment, en particulier, à des programmes linéaires en nombre entier. Et ce qu'on aime bien, c'est quand ils sont trop grands. C'est-à-dire quand le fait de les entrer dans des solvers mathématiques comme Gurobi, Simplex, etc., ne permet pas d'obtenir des solutions, ou pas des solutions satisfaisantes. Et donc, historiquement, l'équipe était quand même plutôt orientée vers les méthodes de décomposition, où on va décomposer le gros problème en plusieurs petits, et résoudre ça avec des méthodes dynamiques. Donc ceux qui ont vu la présentation de Atoptima tout à l'heure ont pu avoir un avant-goût de ce qu'on fait en méthode de décomposition. Alors là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de parler aussi des aspects plus appliqués, notamment ce qu'on a fait avec des entreprises, et puis voir comment on a réussi à modéliser leurs problèmes avec nos modèles préférés. Je vais mettre mon petit chrono ici. Hop. Alors je donne quelques petits exemples. Alors vous allez en reconnaître un si vous avez bien suivi la première présentation. Donc dans les applications pratiques qu'on a traitées dans l'équipe Rialopt, vous voyez, ça va de la collecte de déchets pour une société qui s'appelait Exeo à l'époque, laquelle le problème c'était de faire de la sectorisation en vue d'aller collecter des déchets. Alors ça m'a un petit peu fait penser, alors je sais pas s'il est là, Gonel, ouais, à ce qu'il présentait tout à l'heure sur Mapotempo, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais dire que d'aller clusteriser l'espace en se disant qu'après pour chaque cluster on s'organisera par la suite pour faire des tournées à l'intérieur. Donc ça c'est des choses qui avaient été évoquées à l'époque et sur lesquelles on avait travaillé. Donc, alors ce qui était assez rigolo avec ce problème-là, c'est qu'une des contraintes, c'est qu'il fallait que les secteurs soient jolis. Et mathématiquement, le joli, ça a posé quand même pas mal de questionnements qui dépassent parfois les compétences mathématiques de base qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui est joli? Alors bon, joli en gros, il fallait que ça ressemble le plus possible à des disques. Hein, c'est ça qu'on a fini par se dire. Donc sur un autre type d'application, ceux qui ont vu tout à l'heure la présentation sur Ertus, là c'était le projet d'avant. On avait un super ingénieur qui travaillait dessus, il était tellement super qu'il est parti bosser chez Ertus après. Et qui était autour de planification des traitements phytosanitaires sur la vigne. Donc avec l'idée de traiter de manière... alors optimale, ça serait un bien grand mot parce que c'est quand même un problème qui est ultra difficile. Et d'essayer de traiter la vigne en sachant que des fois il pleut, et donc quand il pleut, ça crée des nouvelles maladies ou ça lessive les produits phytosanitaires sur la vigne. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi au moment où on traite cette vigne avec ces produits-là. Donc en tout cas, il y avait des modèles assez amusants sur lesquels on avait travaillé. Et donc pour vous montrer un peu la variété du genre de choses qu'on fait, on avait aussi travaillé avec EDF sur la maintenance du parc nucléaire, et notamment sur savoir quand est-ce qu'ils doivent arrêter les centrales nucléaires pour maintenance. Donc quand on arrête une centrale nucléaire pour maintenance, on arrête la production. Donc ça ne s'arrête pas comme ça une centrale nucléaire, il n'y a pas un bouton off. Hein. Ça, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il y en a pour quelques semaines, et pendant que la centrale ne marche pas, faut voir qu'en France, on est assez dépendant de la production nucléaire. Donc pendant ce temps-là, on compte sur le reste de la production. Et aujourd'hui, alors même si ça se développe, l'éolien, etc., on est quand même plutôt à faire tourner des centrales à fuel un peu dégoûtantes en France. Donc, savoir quand est-ce qu'il faut les arrêter, c'était un problème qui continue encore à les occuper et sur lequel on a travaillé pas mal de temps dans l'équipe.
Alors je ne les cite pas, mais on a aussi travaillé avec pas mal d'autres entreprises, notamment Saint-Gobain et SNCF, donc je vais parler un petit peu plus tout à l'heure, mais aussi Renault, RTE, etc. Donc vous voyez que c'est des méthodos qui intéressent beaucoup de types d'activités. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est les programmes linéaires et les programmes linéaires en nombre entier. Alors ça ressemble entre le modèle qui est à gauche et le modèle qui est à droite, c'est presque le même. La seule différence, vous voyez, c'est qu'ici il y a des variables qui sont réelles, et de l'autre côté il y a des variables qui sont entières. Et en gros, ces deux modèles-là qui se ressemblent vraiment beaucoup, il y a la suite gauche qui est facile. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez des millions de variables, on est en train de voir les limites avec la thèse de Xavier Blanchot, mais globalement, on arrive quand même à résoudre des modèles de programmation linéaire. Donc si toutes les contraintes sont linéaires, si les objectifs sont linéaires, globalement, des problèmes avec des centaines de milliers de variables, on sait les résoudre et ça peut aller assez vite. Par contre, dès qu'on est sur des programmes linéaires en nombre entier, même avec quelques centaines de variables, ça peut commencer à faire mal. C'est-à-dire on n'arrive même pas à les résoudre au bout de plusieurs journées. Voire même on pense que ça va mettre des siècles avant de converger. Donc ici, ce qui est important, ce que je veux que vous reteniez, pour ceux qui ne connaissent pas encore le domaine, c'est qu'il y a des problèmes qu'on sait assez bien résoudre, c'est les programmes linéaires, et ceux qu'on ne sait pas très bien résoudre, c'est les programmes linéaires en nombre entier. Et pas de chance, dans la vie, en tout cas dans les problèmes qu'on traite, des problèmes de management où on a la décision oui-non, quelle route je vais prendre, je ne prends pas 0,5 fois la route de gauche et 0,50 fois la route de droite. Je prends la route de gauche ou la route de droite, donc c'est des décisions binaires ici. Et donc ces décisions binaires sont beaucoup plus difficiles à prendre en compte dans les modèles. Et on va voir que d'ailleurs tout le cœur de notre métier, ça va être de transformer ces problèmes-là en quelque chose qui ressemble le plus possible à ces problèmes-là. C'est-à-dire essayer d'avoir des programmes linéaires qui ressemblent le plus possible à nos programmes linéaires en nombre entier, mais souvent on va voir qu'on paye par la taille de ces modèles. Alors en gros, voilà déjà un petit résumé. Alors j'avais appliqué les transparents de François Van Der Beek. Alors je les ai un peu détournés. Donc à gauche, vous avez les vrais problèmes dans la vraie vie avec des contraintes qui sont définies de manière un peu... Vous voyez ici, on dit il y a des contraintes plus ou moins bien définies, et on veut des points entiers à l'intérieur. Donc là, c'est des points rouges. Vous voyez, il y a 6 solutions possibles, qui sont les solutions entières à l'intérieur de ma zone ici qui définit mes contraintes. Et ça, c'est ce qu'on sait. Ça, c'est les... Oups, pardon. Hop, ça, c'est les problèmes tels qu'ils nous arrivent. Et à droite, c'est les problèmes tels qu'on sait les résoudre. Alors là, ça tombe bien, c'est le même. Si vous regardez bien, en fait, le problème, c'est de trouver le meilleur point parmi les 6 points rouges. Donc là, on est bien tombé, c'est-à-dire qu'on est capable d'exprimer le problème de gauche qui est défini d'une certaine manière, sous la forme d'un programme linéaire en nombre entier, c'est-à-dire l'intersection entre ce qu'il y a dans, ici, le polyèdre vert, donc c'est l'intérieur du vert, et puis les points entiers. Donc ils sont notés ici par le petit lattice qu'on a derrière. Donc, un des premiers enjeux de notre recherche, ça va être déjà de bien formuler le problème de départ pour être capable de le faire rentrer dans la boîte de droite, c'est-à-dire celle des programmes linéaires en nombre entier. Alors le problème, c'est qu'il existe souvent un nombre très très grand, on pourrait dire infini si on tirant un peu la corde, de formulations possibles pour un problème donné. Et le problème, c'est que toutes les formulations ne se valent pas. Donc, c'est pas parce que j'ai acheté le super solver, donc j'ai acheté Ciplex très cher, j'ai mon problème, j'ai réussi à le faire rentrer dans Ciplex parce que j'ai trouvé des moyens de linéariser toutes mes contraintes qui n'étaient pas linéaires. Et ça ne veut pas dire que j'ai gagné. Ça ne veut pas dire que j'ai gagné parce que peut-être que ma formulation, elle est tellement mauvaise que le solver va rien savoir en faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, elle est mauvaise ? Ça peut vouloir dire deux choses. Soit elle est beaucoup trop grande, et donc le solver, à un moment donné, quand même, il a des grosses matrices à traiter à l'intérieur, donc il va utiliser une méthode d'énumération. Donc la volumétrie, c'est important. Mais aussi, peut-être que je lui ai rentré un programme linéaire qui ressemble à un programme linéaire en nombre entier qui ne ressemble vraiment pas à un programme linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne ressemble pas ? C'est-à-dire que la qualité de la formulation est faible, et en gros, si vous prenez, par exemple, la formulation qui est définie par les contraintes en rouge, donc là, je suis dans l'espace de deux variables, x1, x2, et donc ici, je veux définir les solutions qui sont dans le bleu ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que si je définis mon problème comme l'intersection de ce qui est à l'intérieur du rouge et des points entiers, en fait, je vais avoir exactement la même chose que si je définis l'intérieur du polyèdre bleu et des points entiers. Sauf que le bleu, il est plus fort parce que le bleu, si vous regardez bien, tous ces points extrêmes sont des points entiers. Donc ça veut dire que si je résous le programme linéaire
qui serait la relaxation de ce problème-là en enlevant les contraintes que c'est entier, je vais tomber sur une solution entière. Donc c'est un peu le Graal pour l'optimiseur. Ça va être d'être capable de reformuler le problème initial sous la forme d'un programme linéaire en nombre entier qui est le plus proche possible de ce qu'on appelle l'enveloppe convexe, ici, des solutions, des points entiers qui est représenté en bleu ici. Alors si j'ai la rouge, probablement que ça va mettre un petit peu plus de temps à résoudre le problème. Puis j'en ai des encore pires qui vont être encore plus difficiles. Donc ici, le fait de modéliser correctement mon problème avec la bonne manière, c'est-à-dire la manière qui va permettre au solver de bien se débrouiller, c'est quelque chose qui demande un peu d'expertise. Donc il ne suffit pas d'acheter, c'est un peu d'ailleurs, si je voulais faire une petite réflexion philosophique sur la comparaison avec le machine learning, c'est aujourd'hui dans le machine learning, il y a des outils très pratiques, il y a des scripts Python, vous installez Anaconda, je sais pas quoi, vous lancez votre algo le meilleur algo qui fait une méthode d'apprentissage sur un jeu de données, si vous avez bien, globalement, vous risquez d'avoir une des solutions qui ont du sens, parce que les outils sont plug and play, quoi. Vous pouvez vraiment les utiliser tels quels. Là, ici, en programmation mathématique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, probablement que les experts en machine learning m'expliqueront qu'il y a beaucoup de questions à se poser aussi, et je suis bien d'accord avec eux, mais par contre, sur les outils, souvent, c'est plutôt sur les questions qu'on se pose sur les attributs que vraiment sur l'outillage en lui-même, à ma connaissance. Mais bon, ça pourra se discuter si vous voulez dans les questions. Donc dans la recherche en programmation mathématique, pourquoi on s'y intéresse? Parce que la programmation mathématique, c'est quand même assez sympa, c'est qu'une fois qu'on a modélisé le problème, on l'a résolu, théoriquement. C'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'on a écrit le modèle, on peut le rentrer dans un solver du commerce, ou un solver gratuit, et il va nous donner une solution. Alors évidemment, le problème, c'est que c'est pas donné non plus, c'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne modélisation, trouver la meilleure manière d'entrer le problème pour avoir une résolution efficace, donc on parle de reformulation du problème, et le cas échéant, quand ça ne rentre pas dans le solver, trouver des nouveaux algorithmes. Alors nous, on s'intéresse en particulier aux algorithmes qui sont génériques, parce qu'on est dans le labo de maths, on aime bien généraliser des choses, pour résoudre les problèmes de plus en plus difficiles. Et donc là, on a des enjeux algorithmiques, donc ça demande de faire à la fois de l'informatique et des maths. Ok, donc là, ça c'était pour vous dire le genre de choses qu'on cherche. Et ben, je vais vous dire les outils qu'on utilise pour trouver des choses. Donc un outil qui est vraiment très intéressant, est basé sur ce qu'on appelle les modèles de flow. Alors un modèle de flow, je pense que ceux qui ont fait un peu de recherche opérationnelle savent ce que c'est. Pour les autres, c'est pas très très compliqué. C'est un flow, c'est quelque chose qui passe sur un réseau de transport. Donc vous avez un réseau. Un réseau, c'est des nœuds, c'est des arcs, et vous avez une quantité maximum que vous pouvez transiter d'un nœud vers un autre. Globalement, si vous pensez à un réseau électrique, par exemple, vous avez l'électricité qui passe des nœuds en nœuds. Et justement, ce qu'on fait, alors moi j'avais fait ça en cours de techno quand j'étais en 4e, on avait vu la loi des nœuds, c'est exactement la loi qu'il faut respecter pour que le flow soit valide. C'est-à-dire que en chaque nœud, la somme de ce qui entre égale la somme de ce qui sort. Donc si je réussis à faire passer ça dans mon réseau, j'ai un flow valide. Donc là on voit par exemple que dans le sommet 6, il reçoit 3 d'un côté, 2 de l'autre, et puis il y a 5 qui sort, donc j'ai bien respecté mes contraintes de flow. Alors, qu'est-ce que ça permet de représenter? On verra tout à l'heure que, alors, par défaut, vous imaginez tous les problèmes de réseau, d'eau, d'électricité, on voit qu'il y a aussi les réseaux, les trains, c'est dans un réseau, même si c'est pas tout à fait le même genre de contraintes qu'on va avoir. Et vous allez voir qu'on va pouvoir retrouver ces modèles de flow un petit peu partout, même à des endroits où on ne les imaginerait pas. Notamment quand il n'y a pas de vrai réseau physique. Alors, pourquoi je vous parle de réseau? C'est parce qu'en fait, les flows se modélisent assez facilement sous la forme d'un programme linéaire en nombre entier, où les variables correspondent aux flows qui passent sur les arcs. Donc, si xij, c'est est-ce que je mets un flow sur l'arc ij, enfin la valeur du flow sur arc ij. Et il doit être plus petit que les contraintes de capacité. Et en chaque nœud, globalement, la somme de ce qui entre égale la somme de ce qui sort, sauf le premier et le dernier, il y en a un qui envoie, l'autre qui reçoit. Et les autres, ils envoient autant qu'ils reçoivent. Alors, okay, ça se modélise bien, mais la propriété qui est vraiment sympathique sur ces modèles-là, c'est qu'ils sont entiers. Alors pour ceux qui ont fait un peu d'algèbre quand ils étaient petits, en gros, on peut montrer que la matrice de contraintes est totalement unimodulaire. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez n'importe quelle sous-matrice carrée, sa valeur propre, c'est soit 1, soit moins 1, soit 0. Et donc, vous savez que vous allez avoir forcément, quand vous allez inverser la matrice, vous allez tomber sur une solution entière. Et donc ici, c'est en gros, si vous résolvez votre flow avec un solver de programmation linéaire, sans lui dire que c'est entier, il va tomber naturellement sur des solutions entières en tant que solution extrême. Donc ça veut dire que globalement, si vous avez
un problème qui peut se modéliser comme un flow, bah, il est résolu par programmation linéaire qu'on sait bien résoudre. Il faut être capable encore de faire entrer le problème initial sous la forme d'un flow. C'est pas évident forcément pour tous les problèmes, hein. Il y en a plein pour lesquels ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut modéliser avec des flows? C'est un peu la question clé dans cet exposé. Alors naturellement, bon, quand on pense réseau, moi en tout cas je pense réseau télécom, on pense le réseau internet, le réseau électrique, le réseau d'eau, donc ce qui rentre égale ce qui sort, on a des flux qui passent dans les tuyaux. Et on va voir qu'en fait les flows ils vont nous permettre aussi de modéliser des choses un petit peu moins directes, comme des contraintes autour du temps, de capacité, où en gros quand on consomme de la ressource, on va modéliser ça, on va cacher ça dans un graphe, et puis après on va essayer de faire passer du flow dans ce graphe-là. Et ça va nous permettre d'avoir des modèles assez forts pour résoudre notre problème. Alors, par exemple, j'en prends un exemple, je pense que tout à l'heure dans la présentation, c'est le même que la présentation Optima, je crois, parce que c'est un truc qui a été fait à l'époque où François était dans l'équipe. C'est sur le rechargement des centrales nucléaires. C'est peut-être utilisé. Non, tu n'as pas utilisé la même figure, ça va, on est sauvé. Donc ici, qu'est-ce que représente ce schéma? En fait, ce diagramme représente, donc je vous avais parlé des centrales nucléaires tout à l'heure, et ça va représenter la quantité de combustible qu'on va mettre dans une centrale nucléaire. Donc là, en abscisse, vous avez le temps, en semaine, semaine 1, semaine 2, etc. En ordonnée, vous avez la quantité de combustible qu'il y a dans une centrale. Donc, au début, vous partez d'une quantité de combustible qui va être, alors en l'occurrence ici c'est -1, on est en dessous du seuil qu'on voulait. Et donc en gros, prendre une décision, ça va correspondre à suivre un arc vers un nouvel état. Par exemple, ici si je recharge, j'avance de 20 semaines et j'ai mis 4 unités de combustible. Et donc ça veut dire que ici je me retrouve, si vous voulez en ordonnée ici, je me retrouve sur un nœud qui a une hauteur de 3. Alors à quoi ça sert de faire ça? Ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a caché une certaine contrainte de capacité sur le rechargement, sur le fait qu'on ne peut pas être en dessous d'une certaine valeur ou au-dessus d'une certaine valeur. On l'a caché dans le réseau. Parce qu'on remarquera qu'il n'y a pas de nœuds en gros les nœuds sont limités à une hauteur qui correspond à la hauteur max et à une hauteur qui correspond à la hauteur min. Donc en fait, plutôt que de mettre une contrainte de capacité qui n'est pas très jolie dans le réseau, et en gros typiquement qui va être faible, qui va faire qu'on ne va pas avoir un modèle fort, en fait on va cacher ça dans la structure du réseau. Alors évidemment, c'est pas gratuit, on va voir. Mais on va avoir un modèle qui est très fort ici, puisque en gros, ça correspond ici à trouver un chemin. Alors j'ai mis juste le chemin, mais en gros, vous imaginez qu'il y a plein d'arcs qui correspondent aux décisions qu'on prend. Alors évidemment, ça ne se fait pas gratuitement, ça se fait à un coût, et le coût, c'est qu'on va avoir autant de sommets, théoriquement, que le nombre de semaines multiplié par les possibles remplissages en termes de combustible. Donc si on travaille sur 52 semaines fois 5 ans, comme c'était le cas dans ce qu'il voulait faire EDF, multiplié par une quarantaine de niveaux de combustible, bon, on commence à avoir un réseau qui commence à être un petit peu gros. Ça reste raisonnable malgré tout. Donc d'ailleurs, ça avait permis, cette modélisation-là a permis d'avoir pour la première fois des résultats sur ces problèmes-là avec la version robuste et stochastique. Alors, maintenant que vous avez compris la première fois, je vous fais la deuxième plus rapidement. Donc là, imaginez, là c'est quelque chose qu'on a rencontré avec une entreprise qui s'appelait Vecchia et qui faisait de la planification d'employés. Et là, vous avez des 2 emplois du temps possibles pour des caissiers dans un supermarché. Ils travaillaient pour Monoprix à l'époque. Et donc, en gros, ici, vous avez le temps qui passe en abscisse. En ordonnée, vous avez le temps total travaillé par la personne. Et en gros, vous avez une contrainte comme quoi la personne, elle ne travaille pas plus de 35 heures par semaine. Il faut respecter le droit du travail. Et donc, à chaque fois que la personne travaille, ça correspond à un arc ici qui dit OK, elle a travaillé 5 heures. Et donc, elle se retrouve à hauteur 5. Et en fait, vous allez monter dans les niveaux au fur et à mesure de la semaine jusqu'à atteindre, en fait, vous n'avez pas le droit d'atteindre une valeur qui soit supérieure ou inférieure à 35. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir modéliser le fait qu'une personne va travailler le nombre d'heures qu'il faut sans avoir à entrer explicitement la contrainte dans le solver, somme des heures travaillées est plus petit que 35, puisque ça va être intégré directement dans la structure du réseau. Par contre, évidemment, le réseau ici va être vraiment cher parce que là, nous, on travaillait au quart d'heure. Donc, il y a pas mal de quarts d'heure dans la semaine. Et donc, si vous faites le calcul, vous voyez que le réseau peut devenir assez gros. Et donc là, ça veut dire qu'il va falloir sortir la boîte à outils pour traiter ce genre de problème. Alors bon, donc maintenant vous avez bien compris ce qu'on fait avec les réseaux. Donc ça c'est quelque chose c'est une techno assez bien connue maintenant. Et donc là on s'est dit on va pas s'arrêter là, on va essayer de modéliser des relations un peu plus compliquées. Et donc là on va passer des graphes aux hypergraphes. Alors les hypergraphes c'est comme les graphes, sauf qu'à la place d'avoir une relation 1-1,
c'est-à-dire je vais d'un endroit à un autre, c'est j'associe plusieurs entités pour produire plusieurs entités. Donc là, j'ai fait un cas simple où je prends 3 et 2 pour produire 1. Donc je dois prendre 3 et 2 ensemble pour avoir 1. C'est un peu comme une espèce de multiplexage, vous imaginez que, ou alors 1 produit 2 et 3. Mais il ne peut pas produire 2 tout seul, ni 3 tout seul. Donc là, vous pouvez voir comme quoi un sommet correspond à une décision ou. Donc soit je vais prendre une décision, soit une autre. Et un arc, un hyperarc ici, ça correspond à un et. C'est quand je fais l'un, je fais l'autre. C'est comme si vous aviez 2 arcs avec une contrainte d'égalité entre les deux. Alors les hypergraphes, il y en a des sympas, il y en a des un peu moins sympas. Les sympas, c'est ceux de gauche. Alors, le dessin, je ne l'ai pas fait très bien. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans celui de gauche, ils ont tous la même tête. Les hyperarcs, c'est toujours, ils ont une tête ici, et ils ont plusieurs queues. Et ça, c'est ce qu'on appelle les hypergraphes de décision. Donc, en gros, c'est toujours, si vous partez du haut, vous pouvez toujours redescendre. Vous avez toujours une seule extrémité à votre arc qui amène à plusieurs endroits. Alors qu'à gauche, vous voyez ici, par exemple, là, je vais avoir un arc qui va à 2 endroits à la fois, et puis il y en a un qui reçoit 2. Et donc là, typiquement, ça va être des hypergraphes qui vont être un peu moins sympas. Donc on va voir d'ailleurs que dans les 2 cas que je vais vous montrer très rapidement parce que le temps avance, il y a un cas qui était sympa, c'était le problème de découpe de verre, et le problème de la SNCF, il est dans le cas des formulations moins sympas. Donc on va voir ça, mais on a su le résoudre quand même, je vous rassure. Spoiler. Ok. Alors, pour résumer sur la modélisation sous forme de flow, donc si vous êtes capable de modéliser votre problème avec un flow, vous êtes fort. Si vous êtes capable de traiter le fait que c'est un gros modèle. On peut étendre à des relations plus complexes avec les hypergraphes, mais le problème c'est, il faut savoir reconnaître les flows là où ils sont, alors on finit par avoir l'œil. Après, il faut être capable de gérer la taille de ces formulations, et ça c'est des choses que même en labo aujourd'hui, il y a des modèles pour lesquels on se casse encore un peu les dents dessus. Et le cas général des hyperarcs, ça reste quand même assez, pour l'instant c'est assez ad hoc, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux problèmes pour lesquels on voit qu'il y a des modèles hyperarcs, et on va faire une méthode spécifique pour ce problème-là, mais on n'a pas encore d'algo puissant qui gère le cas des hypergraphes en général. Alors je vais aller très vite sur les 2 cas d'études parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. La première c'est la découpe de verre, et qu'on avait fait dans le cadre de la thèse CIFRE de Quentin Villot et qu'on avait co-encadré avec Ruslan Sadikov qui est dans le coin et François Van Abeck qui est dans le coin aussi. Et donc c'était une thèse CIFRE avec l'entreprise Saint-Gobain. Et donc là j'ai mis un petit dessin. Saint-Gobain, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du verre. Enfin ils font pas que du verre. Hein. En fait, si vous allez chez Castorama, il y a des chances que la moitié de tous les matériaux de construction ça vienne chez eux. Et en particulier, nous on s'est intéressé au verre. Et le problème qu'ils ont, c'est découpé. Ils ont des grandes plaques de verre qui correspondent à ce qui est produit dans leur chaîne de production, qui fait 4 mètres sur 6. Et le problème, c'est que quand vous achetez des fenêtres, elles font rarement 4 mètres sur 6. Ou alors vous avez une grande maison. Et donc il faut découper les carreaux des fenêtres ou des portes, etc. Dans ces jumbo plaques. Ça c'est un truc qui est assez classique, encore qu'on ne sait pas si bien résoudre que ça, mais bon, on commence à y arriver. Sauf que en fait ils sont aperçus qu'il y avait des défauts de fabrication dans leurs plaques, et donc il y avait des petits défauts qui est visible. Genre typiquement vous avez un petit pet sur la plaque, et en gros il ne faudrait pas que ça soit au plein milieu de la fenêtre. Donc le problème de base c'était d'éviter les défauts dans les plaques. Donc par exemple ici, je le fais rapidement, vous avez une plaque avec un gros défaut noir, là, le gros point noir c'est le défaut, et vous devez extraire en faisant des coupes. Là il y en a 12 rectangles. Bon, ici, alors vous voyez souvent ils vont par 2 parce que c'est des doubles vitrages, et en évitant de couper sur le noir. Si vous coupez dans le point noir, vous avez perdu. En gros, c'est un verre qui va pas être, où le client ne va pas être content. Donc vous n'en voulez pas. Alors, la résolution standard, en fait, c'est bien, c'est qu'on peut le faire on peut le résoudre par programmation dynamique quand on n'a qu'une seule plaque. Bon, je vous passe rapidement les relations de récurrence. Quand on a les défauts, bon, ça commence à faire, mais ça reste des trucs, ça reste simple, on va dire. C'est juste qu'il y en a plein, quoi. Mais ça reste des relations assez simples. Et ce qui nous arrange bien, c'est que ça peut se représenter sous forme d'hypergraphe, où en gros, ces relations de récurrence, en fait, elles définissent qu'à partir d'une grosse plaque, je peux faire 2 petites plaques. Et donc, en gros, prendre un hyperarc dans mon modèle, ça va correspondre à faire une découpe qui va transformer une grosse plaque en 2 petites plaques. Et donc, à la fin, si j'ai, alors je vous le fais rapidement, si je dois découper ma plaque ici, je me retrouve avec, là j'ai une plaque de taille 5-7, et je peux décider soit de la couper
pour produire une de 5.4, une 5.3, là j'ai le symétrique, 5.4, 5.3, ça ne change pas grand-chose. La je sais plus où, la 5.4, je peux la transformer en 3.4 plus un objet de taille A qui est de 4, etc. Et donc en faisant passer un flow là-dedans, je vais être capable de calculer un plan de découpe pour mon verre. Et c'est sympa, c'est qu'on a des hypergraphes de décision, c'est où j'ai dit tout à l'heure qu'une seule tête et plusieurs queues. Donc ceux-là, ils sont cool parce qu'ils ont la même structure, c'est-à-dire qu'ils sont entiers si on ne rajoute pas de contraintes supplémentaires. Alors pas de chance, on avait des contraintes supplémentaires, donc on a dû utiliser des algorithmes un petit peu avancés pour les résoudre. Et pour les grands jeux de données, résoudre à l'exact, ça paraissait pas très raisonnable, et donc on a produit des heuristiques basées sur nos modèles pour résoudre ces problèmes-là. Alors, à la fin de l'étude, on avait un outil d'aide à décision qui produisait des solutions heuristiques, avec une estimation de l'écart avec la solution optimale, et ça a bien plu à Saint-Gobain, parce que comme ça, ils savaient si ça valait le coup d'investir ou non dans des nouvelles méthodes. On leur dit, ok, on a des solutions, elles ne sont pas optimales, mais on sait qu'on est à 1% de l'optimum. Est-ce que ça vaut le coup de repayer une étude pour gagner au mieux 1%, sachant que la borne, c'est peut-être la borne qui est pas atteignable. Donc ça leur a permis de benchmarker les outils industriels classiques. On a fait quelques publications scientifiques dont on est assez fiers. Et Quentin a été engagé en CDI par Saint-Gobain Recherche dans la foulée, donc là on avait tout gagné. Et maintenant il donne un projet aux étudiants de M2 qui les fait un peu souffrir. Alors je vais pas avoir le temps de parler beaucoup de la thèse CIFRE de Mohamed, c'est dommage parce que c'est vraiment intéressant aussi. C'est la problématique qui se pose à la SNCF. Donc c'est la thèse CIFRE de Mohamed qui a commencé il y a un peu plus de 3 ans. Travail commun avec Boris Detienne et Jean Damé qui a présenté juste avant. Et donc le contexte, c'est que en fait, on s'intéresse au train de TER. Et en fait, le TER, alors vous avez l'impression que vous êtes le client des trains TER, mais en fait, le client des TER, c'est la région, en vrai. Et donc le service TER, il vend une offre de service à la région. Et donc là, avec l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire qu'il va y avoir des appels d'offres. Et donc, si ça se trouve, ça ne sera plus la SNCF qui va opérer les trains région dans certaines régions. Et donc, la question que se pose la SNCF, c'est, étant donné un appel d'offres du conseil régional, c'est-à-dire je veux 2 trains à Arcachon entre 8 et 9 le lundi, et puis je veux 3 trains entre 9h et midi, etc. La question, c'est de savoir à quel prix je peux le faire. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir un outil qui est capable d'optimiser derrière le fait que les trains ne se téléportent pas, malheureusement. Et donc quand le train est arrivé à Bordeaux, il ne peut pas refaire un Arcachon-Bordeaux parce qu'il est à Bordeaux. Ou alors il faut le renvoyer à Bordeaux et puis faire... Et donc là, on a un problème... Alors, on a un problème qui se pose. Alors vous avez peut-être... Une fois que j'ai dit ça, on voit un peu les flots qui vont arriver. Et donc souvent, ce qui est traité dans la littérature scientifique, c'est décomposé de manière séquentielle. C'est d'abord, on fait les grilles horaires. Ok, on prend le train de 9h, puis on prend le train de 11h, etc. Et après, on fait passer les trains. Et en fait, si on fait ça, des fois, on n'a pas de solution parce qu'il n'y a pas assez de trains. Et donc, faire les deux à la fois, ça permet d'aller plus loin. Le problème, c'est que quand on commence à le modéliser, en fait, on a des trains qui s'accrochent, qui se décrochent. Vous pouvez avoir 2 trains qui arrivent et qui s'accrochent au milieu du parcours pour faire un seul train dans un arrêt en gare et qui vont repartir avec un double train. Et donc tout ça, ça nous fait des beaux hyperarcs dans notre réseau. Donc le réseau, c'est un réseau espace-temps où vous avez, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est le temps, les gares et la configuration dans laquelle vous arrivez. Est-ce que vous avez un simple, un double, un triple train? Après, il y a plusieurs, ça se complique un petit peu, mais on va dire ça pour l'instant. Et donc une décision, c'est j'assemble ou je désassemble des trains ou j'envoie un train sur une ligne. Et donc, quand on voit les hyperarcs ici, on voit qu'ils n'ont pas une belle tête, c'est-à-dire que ce n'est pas des hyperarcs de décision, et donc le modèle, il n'est pas entier. Donc, ça veut dire qu'il est plus dur à résoudre. Alors bon, du coup, on a dû utiliser des trucs un petit peu plus compliqués. Alors, là, j'ai juste mis pour montrer que c'était super compliqué ce qu'il a fait Mohamed. C'est incompréhensible si je ne vous donne pas le truc. Mais en gros, on s'amusait à agréger les hyperarcs, les désagréger, etc. Bon, on a bien rigolé. En tout cas, on a produit un produit qui marche bien. Puisque à la fin de l'étude, on a des solutions optimales pour le problème. En un temps très raisonnable. Ça permet de produire des solutions pour effectuer des études. Et on a une publique qui est dans les tubes dont on est assez fier aussi. Et Mohamed a été engagé en CDI par SNCF, donc on a encore tout gagné. Il n'y a pas encore donné de projet pro pour les étudiants, mais je l'attends l'année prochaine. C'est le tarif. Ok, donc l'idée que je voulais vraiment convoyer ici dans cette présentation, c'est que, en gros, les modèles de flow, ça permet de résoudre vraiment beaucoup de problèmes. Il y a 2 freins à leur adoption. C'est souvent c'est trop gros, donc il va falloir trouver des techniques pour les attaquer. Et 2, les outils peuvent être un peu complexes à appréhender, mais ça c'est des questions qui se sont posées tout à l'heure dans diverses présentations. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur outil du monde, s'il n'y a personne qui sait l'utiliser parce que c'est trop compliqué, en fait on n'a
pas tout à fait travaillé pour rien parce qu'on a bien rigolé, mais bon, l'impact sur la société est un peu limité. Donc là, on est en train de reproposer un nouvel projet d'équipe avec INRIA, parce qu'on arrive au bout de la course, parce que les équipes INRIA existent uniquement sur une durée limitée. Et donc, les deux questions qu'on va se poser dans l'avenir, c'est c'est quand même continuer à avancer plus loin sur la résolution de ces modèles-là, et deux, d'être capable de proposer des interfaces qui nous permettent d'entrer les modèles de manière plus simple pour les utilisateurs. Alors, le plus simple étant à définir, parce que ce qui est plus simple pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Donc, ce qui nous pose des questions pour pas mal d'années à venir. Donc merci beaucoup pour votre attention. Alors, bon, il y a le temps pour une question ou deux, sinon après, on va dire une question, puis les autres pourront me les poser avec un verre à la main. Les réponses seront plus rigolotes. Probablement. Ah, j'étais super clair. Comme en cours. Bon, je suis content de voir les anciens étudiants, hein, je vois qu'ils n'en ont pas eu assez pendant leur master. Oui. Il y a une question là-haut, puis après on... Oui, c'est une question un peu générale. C'est quoi votre langage de programmation préféré dans ton équipe? C'est le chairman. Ouais, je réponds à la question. Oui, ok. Donc en fait, on a deux langages de programmation préférés. Il y a le C++ historiquement, et petit à petit, il y a le langage Julia qui apparaît, qui est un peu le Python de l'optimisation. Et notamment pour les interfaces haut niveau, c'est quand même particulièrement sympa. Après, pour les algos, moi j'avoue, je reste encore pas mal C++ parce que ça permet quand même de faire des trucs un peu tisonnés. Peut-être la dernière question très rapide. C'est juste une question par rapport au programme du master. Pourquoi on n'a pas trop étudié les hypergraphes? Ouais, parce que en fait, les deux confesseurs, ils ont fait des thèses, donc je pense que là pour l'instant, c'était, j'en ai parlé une dans un cours. Parce que ça paraît intéressant. Donc... Ouais, vous n'avez pas écouté, je l'ai fait en cours de M1. Merci. Et là, on a parlé 5 minutes.